Avant de commencer ce voyage, si vous appréciez les mystères et les histoires qui repoussent les limites de l'impossible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Au fil de cette histoire, vous découvrirez de sombres secrets, des énigmes inexplicables et une lutte qui dépasse l'entendement humain. Alors, préparez-vous à plonger dans ce mystère et, si vous l'appréciez, laissez un commentaire à la fin. Partons ensemble à la découverte de l'inconnu. En France, en 1923, une vieille maison, oubliée de tous, se dressait sur les collines sombres d'un village. Rares étaient ceux qui osaient en parler, et ceux qui s'y essayaient terminaient toujours leur récit par un frisson. La maison de pierre était connue sous le nom de la maison de la malédiction. Bien que personne ne sache avec certitude ce qui s'y était passé, les rumeurs allaient bon train. Disparitions, cris nocturnes, et même des apparitions d'ombres aux fenêtres. Jean-Luc, un jeune chercheur de la ville, avait toujours été fasciné par les mystères. Issu d'une famille traditionnelle, il avait entendu les rumeurs depuis son enfance sans jamais y croire. À présent, adulte, il se sentait obligé de percer les secrets de cette maison. Il savait que quelque chose clochait, mais personne au village ne semblait disposé à l'aider. Tous avaient peur, ou peut-être par respect. Lorsqu'il arriva à la maison, l'air était lourd, comme si l'atmosphère même l'étouffait. Les portes grinçaient à chaque pas et le vent hurlait à travers les fissures des murs. L'histoire de la maison commença à se dessiner dans son esprit, mais il savait que trouver les réponses ne serait pas chose facile. Quelque chose l'attendait là-bas. Autour de lui, le village semblait indifférent, mais Jean-Luc sentait la tension palpable. Chaque habitant avait une histoire à raconter sur la maison, mais aucune n'était concrète. Il interrogea plusieurs personnes, mais la plupart l'évitaient. Il savait qu'il cherchait quelque chose d'introuvable, pas dans l'ombre de la maison de la malédiction. En franchissant le seuil, Jean-Luc sentit une brise glaciale. À l'intérieur, la maison semblait figée dans le temps, avec ses meubles recouverts de draps blancs et ses tapisseries délavées. Le silence était pesant. Mais il était déterminé à trouver quelque chose, n'importe quoi, qui puisse expliquer le mystère de la maison. Tandis qu'il explorait les pièces obscures, quelque chose attira son attention. Une porte verrouillée au bout du couloir. Une porte dont personne n'avait jamais parlé. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose clochait. Il n'aurait pas dû être là, mais d'une certaine façon, il ne pouvait pas abandonner maintenant. Jean-Luc ne savait pas ce qu'il s'attendait à trouver dans cette maison, mais à mesure qu'il s'y enfonçait, une évidence s'imposait. La maison ne se contentait pas de receler des secrets, elle était vivante, d'une énergie palpitante qui semblait vibrer dans les murs, les meubles et même dans l'air. C'était comme si le temps s'y était arrêté et qu'il était le seul capable de percer ce mystère. L'impression que la maison l'observait s'intensifiait à chaque pas. En explorant les pièces les plus reculées, Jean-Luc découvrit un petit journal relié cuir, poussiéreux et presque en lambeaux. Ces pages étaient couvertes d'une écriture hâtive, presque illisible, mais suffisamment lisible pour révéler un nom, Madame Séraphine Duval. Ce nom lui semblait familier, mais il ne parvenait pas à se souvenir où il l'avait entendu. Poursuivant ses recherches, il découvrit d'autres indices, tous plus étranges les uns que les autres, des lettres jaunies, de vieilles photographies et des objets qui semblaient appartenir à une autre époque. Tout laissait penser que la maison avait été habitée par une famille qui apparemment avait disparu sans laisser de traces. Jean-Luc sentait qu'en reconstituant cette histoire, il se rapprochait d'une vérité terrifiante. Cette nuit-là, alors que le vent semblait hurler plus fort que jamais, il décida de retourner au village. Il ressentait une urgence, comme s'il était sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait tout changer. Il chercha les quelques villageois qui osaient encore parler de la maison, mais le silence qu'il rencontrait était plus éloquent que tous les mots. Rien d'utile. Personne ne savait rien de Madame Séraphine Duval, si ce n'est quelques rumeurs chuchotées ici et là. C'est alors qu'il rencontra Margot, une vieille dame qui semblait vivre seule depuis des années. Lorsqu'il l'interrogea sur la maison, ses yeux brillèrent d'une peur et d'une tristesse qu'il n'avait jamais vues chez personne.
N'en parlez pas, murmura-t-elle d'une voix tremblante. La maison est pleine de secrets, Jean-Luc, et certains valent mieux rester enfouis. Elle se leva brusquement et lui saisit le bras, comme pour l'empêcher de continuer. La maison est maudite, et il n'y a personne d'autre là-bas qui puisse vous aider. Jean-Luc, cependant, ne se laissa pas intimider. « Je dois savoir ce qui s'est passé, » dit-il, déterminé. Qui était Madame Séraphine Duval? Qu'est-il arrivé à elle et à sa famille? Margot le regarda avec un mélange de pitié et de crainte. Elle était la dernière habitante de la maison, une femme au destin tragique. Ce que vous y découvrirez est quelque chose que nul ne devrait savoir. Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Jean-Luc plus déterminé que jamais à poursuivre sa quête. Quelque chose d'autre se tramait à la maison de la malédiction, et il était plus proche que jamais de percer ce mystère. Le lendemain matin, Jean-Luc ne perdit pas de temps. Il rentra chez lui, plus déterminé que jamais. Le nom de Madame Séraphine Duval résonnait sans cesse dans son esprit, et il savait qu'il y avait chez elle quelque chose de fondamental qu'il devait découvrir. Le village était silencieux, comme si tous s'attendaient à son échec, à ce qu'il revienne bredouille, comme tant d'autres avant lui. Mais il n'allait pas abandonner, pas maintenant. De retour chez lui, le vent s'était calmé et le silence était plus pesant encore, comme si la maison elle-même l'attendait. Il retourna dans le couloir où il avait trouvé la porte verrouillée, celle dont personne n'avait jamais parlé. L'impression d'être observé s'intensifiait à chaque pas. La porte semblait n'être là que pour attiser sa curiosité, et il ne pouvait l'ignorer. À l'aide d'une vieille clé trouvée dans le journal, Jean-Luc ouvrit la porte. En ouvrant la porte, il pénétra dans une petite pièce cachée au mur tapissé de tapisseries sombres, où flottait une odeur de renfermé. Au centre se dressait un autel rudimentaire, recouvert de bougies éteintes et d'une étrange inscription dans une langue inconnue. L'atmosphère était pesante, et il eut l'impression de profaner un lieu sacré, un lieu inviolable. Cependant, ce qui attira véritablement son attention fut un tableau encadré, accroché au mur, représentant Madame Séraphine. Elle semblait d'une beauté troublante, avec un regard pénétrant qui paraissait transcender le temps et l'espace. Jean-Luc ne put s'empêcher de frissonner en l'observant. Quelque chose dans son expression, dans l'intensité de son regard, semblait défier toute logique. C'était comme si elle lui parlait directement à travers ce tableau. À chaque détail qu'il découvrait dans la pièce, de nouvelles questions surgissaient. L'autel, la tapisserie, les bougies éteintes, tout indiquait qu'un événement sombre s'était produit. Madame Séraphine n'avait pas simplement été une habitante de cette maison. Elle avait commis un acte que personne ne voulait voir révélé. Et quel qu'il fût, la vérité allait bientôt éclater. Jean-Luc sentait que le temps lui était compté. Il s'enfonçait de plus en plus dans ce mystère, et plus il s'approchait de la vérité, plus il comprenait qu'il n'était peut-être jamais préparé à ce qu'il allait découvrir. L'idée qu'un secret inconnu allait être révélé le tenait en haleine, mais en même temps, il ne pouvait nier la fascination grandissante que la maison exerçait sur lui. Alors qu'il se retournait pour quitter la pièce, un son faible et lointain le fit s'arrêter. Un murmure. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose l'appelait par son nom tel un écho, une voix lointaine venue d'un autre temps. Sa respiration s'accéléra et il regarda autour de lui, mais la pièce était vide. Le murmure s'était évanoui aussi vite qu'il était apparu, ne laissant place qu'à un silence pesant. Le cœur battant la chamade, Jean-Luc se dirigea vers la porte, prêt à quitter ce lieu mystérieux. Mais avant même qu'il puisse l'ouvrir et retourner dans le couloir, une nouvelle sensation de menace l'envahit. Il n'était plus seul dans la maison. Quelque chose était là, avec lui, quelque chose d'invisible, mais qu'il sentait au plus profond de son être. Il était sur le point d'en apprendre davantage sur la maison, sur Madame Séraphine et sur ce qui s'y était réellement passé. Mais une question commençait à lui venir à l'esprit. Était-il prêt à découvrir la vérité? À mesure que le mystère s'épaississait, Jean-Luc commença à comprendre que la vérité sur la maison ne se limitait pas à la disparition de Madame Séraphine et de sa famille. Quelque chose de plus sombre et de plus complexe se dévoilait sous ses yeux.
Il savait que pour comprendre pleinement ce qui s'était passé, il lui faudrait explorer chaque indice, aussi éloigné fût-il du récit principal. Dans les semaines qui suivirent, il se plongea dans de vieux documents, des lettres et même des articles de journaux de l'époque. À chaque information découverte, l'énigme de la maison prenait une nouvelle tournure. Dans une vieille lettre adressée à Séraphine, écrite par un certain Charles Lefebvre, Jean-Luc trouva des allusions à un pacte secret conclu entre la famille Duval et une société secrète. Mais le texte était tronqué, plusieurs mots brouillés, comme si quelqu'un avait tenté d'en dissimuler le véritable sens. Lettre en main, Jean-Luc se sentit poussé à chercher des réponses dans les archives locales. Il visita les anciennes archives du village, où il découvrit des mentions d'une série de disparitions mystérieuses survenues dans les années 1920, toutes liées à la maison. Mais ce qui l'intrigua le plus fut l'histoire d'une ancienne société secrète, dont les membres étaient connus pour manipuler les événements surnaturels et humains avec une subtilité et une cruauté remarquables. Margot, la vieille femme du village, était de nouveau sa source. Elle semblait, une fois encore, réticente à partager des informations, mais Jean-Luc insista. Elle finit par révéler que les Duval n'étaient pas seulement une famille riche et influente de la région. Madame Séraphine, en particulier, possédait un grand pouvoir de persuasion et était connue pour fréquenter des cercles très fermés de l'aristocratie. Plus important encore, elle était impliquée dans des rituels mystérieux dont les villageois se gardaient de parler. Elle pensait pouvoir tout contrôler, manipuler le destin des gens et même la mort, révéla Margot d'une voix basse et craintive. Mais quelque chose a mal tourné. Et puis, elle a disparu. Cette déclaration suffit à semer le doute chez Jean-Luc quant aux véritables intentions de Séraphine. Qu'avait-elle réellement fait? Quel impact sa soif de pouvoir et de contrôle avait-elle eu sur les villageois? Mais le plus troublant était que, à chaque nouvelle découverte, le mystère semblait s'épaissir encore davantage. La lettre de Charles Lefebvre évoquait un élément qui pourrait bien être la clé de tout. Une légende ancienne concernant un artefact perdu. Un livre qui, s'il était retrouvé, conférerait à son possesseur le pouvoir de réécrire la réalité. Jean-Luc savait qu'il ne pouvait ignorer cette légende. Le livre se trouvait probablement quelque part dans la maison, dissimulé entre les murs protégés par des décennies de silence et de peur. Et maintenant, plus que jamais, il sentait qu'il devait trouver cet artefact pour comprendre pourquoi la maison et tous ses habitants étaient tombés sous son emprise. La pression de résoudre l'énigme commençait à affecter Jean-Luc de manière inattendue. Ses rêves, qui n'étaient auparavant que de simples reflets de la journée, se transformèrent en cauchemars saisissants. Il voyait Madame Séraphine dans ses visions, son regard le suivant comme pour l'inviter à percer les secrets de la maison, tout en l'avertissant que certaines vérités seraient peut-être trop dangereuses à connaître. Mais Jean-Luc savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il était pris au piège de ce mystère et la seule façon de s'en libérer était de découvrir la vérité. Ce qu'il ignorait, c'est que la vérité le mènerait à une confrontation finale avec des forces qu'il pouvait à peine comprendre. Jean-Luc approchait de plus en plus d'une révélation, mais la tension dans la maison devenait insoutenable. Chaque jour qui passait, il sentait la présence invisible des lieux s'intensifier, comme si quelque chose se préparait à une révélation qui allait tout bouleverser. Il avait déjà découvert des choses sur les anciens habitants, les disparitions, les rituels secrets, mais il y avait encore quelque chose dans ces cauchemars qui restait inexplicable. C'est par une nuit particulièrement froide qu'il entrevit ce qui était caché. Après une longue journée de recherche, Jean-Luc retourna dans la pièce secrète où il avait trouvé le tableau de Madame Séraphine. L'atmosphère était lourde, comme si l'air s'était épaissi à son approche. Quelque chose l'attirait irrésistiblement. Il savait que la clé de tout s'y trouvait. Lorsqu'il toucha le cadre, un événement inattendu se produisit. Le mur autour du tableau se mit à trembler et un fracas assourdissant résonna dans toute la maison. Le tableau se détacha du mur, révélant une ouverture secrète menant à un escalier souterrain. Le bruit des pierres qui se déplaçaient se propagea dans la maison, tel un cri de libération d'une prison longtemps enfouie.
Le cœur battant la chamade, Jean-Luc descendit l'escalier et, au fond, il aperçut une pièce éclairée d'une faible lumière, comme si les ombres de la maison s'étaient un instant écartées pour révéler ce qui était caché. Au centre de la pièce, un piédestal de pierre supportait un livre ancien, celui-là même mentionné dans les lettres et les archives. C'était le livre qui, selon la légende, avait le pouvoir de modifier la réalité. Mais à mesure qu'il s'approchait, un phénomène étrange se produisit. L'atmosphère de la pièce se changea. L'air s'alourdit et une présence macabre sembla envelopper Jean-Luc. Le livre se mit à palpiter, comme animé d'une vie propre. Il ressentit la tentation de le toucher, mais en même temps, il avait la profonde impression que s'il le faisait, plus rien ne serait jamais comme avant. Ce qui l'attendait là, au plus profond de la maison, n'était pas qu'un simple livre. C'était la clé d'un pouvoir qu'il pouvait à peine concevoir. Au moment où il tendit la main pour prendre le livre, une voix résonna dans la pièce, un murmure bas et familier, comme si quelqu'un lui parlait directement dans la tête. « Jean-Luc, tu n'es pas prêt. » La voix était douce, mais empreinte d'une autorité incontestable. C'était la voix de Madame Séraphine. Du moins, c'est ce qu'il crut. Soudain, un froid intense le parcourut, et la silhouette de Séraphine apparut devant lui, non pas sous les traits d'une femme vivante, mais sous ceux d'un spectre, l'ombre de ce qu'elle avait été. Ses yeux étaient vides, mais sa présence était immense, comme si la maison entière était à son service. « J'ai fait ce qu'il fallait, Jean-Luc. Te voilà, mais il est trop tard. Le pouvoir que tu recherches est incontrôlable. Il consume tout sur son passage. » Jean-Luc recula, la peur commençant à obscurcir son jugement. Il savait que quelque chose clochait, mais il ne pouvait s'arrêter. Le sentiment d'être sur le point de toucher à quelque chose d'irréversible le tourmentait, et il ne savait plus si la vérité qu'il cherchait en valait la peine. Madame Séraphine s'approcha de Jean-Luc, le regard perçant. « Tu en sais déjà assez, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Le pouvoir du livre, il ne se contente pas de modifier la réalité. Il détruit l'âme de ceux qui tentent de l'utiliser. » À cet instant, Jean-Luc sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il était englouti par une force invisible, comme si la maison elle-même se reconfigurait autour de lui, reprenant sa forme originelle, se modelant pour dissimuler sa découverte. Avant qu'il puisse réagir, une pression énorme le frappa, le faisant tomber à genoux. La lumière de la pièce commença à faiblir, et la voix de Séraphine s'éteignit. Il se retrouva seul, face au livre. Mais il savait qu'une fois qu'il l'aurait pris en main, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Jean-Luc était sous le choc. La présence de Madame Séraphine, sa voix résonnant encore dans son esprit, résonnait toujours à ses oreilles, tandis qu'il restait là, à genoux, les yeux rivés sur le livre. Le poids de ce qu'il venait d'entendre l'accablait, comme une pression insoutenable. Il savait que ce livre était plus qu'une simple pièce historique ou un artefact perdu dans le temps. C'était la clé de quelque chose qu'il n'était plus certain de vouloir comprendre. Cette sensation d'être observé, d'être aspiré dans quelque chose qui dépassait le cadre de ses yeux, ne l'avait pas quitté. La maison semblait désormais vivante, comme si elle respirait autour de lui. Chaque mur, chaque plancher qui craquait sous ses pieds semblait avoir une histoire à raconter, une histoire qu'il n'était plus sûr de vouloir entendre. Jean-Luc se leva avec difficulté, les muscles raides et l'esprit embrouillé. Il savait qu'il devait quitter cet endroit, mais quelque chose le retenait. Il regarda de nouveau le livre, son désir de comprendre et de résoudre le mystère de la maison le freinant. Au fond de lui, un doute cruel commença à se former. Et si Séraphine avait raison, et si le livre avait réellement le pouvoir de détruire non seulement la réalité, mais aussi l'âme de ceux qui osaient y toucher? Au prix d'un effort colossal, il parvint enfin à chasser le livre de son esprit. Il ne pouvait plus y toucher. Pas maintenant, pas après ce que la voix de Séraphine lui avait révélé. Mais le poids de la maison pesait toujours sur lui, comme s'il y était prisonnier, pris au piège d'un cycle infernal. Une angoisse grandissante l'envahissait, la sensation d'un danger imminent, comme si des forces qui le dépassaient le manipulaient. C'est alors qu'il comprit.
Ce qui se passait n'était pas un simple mystère qu'il pouvait résoudre par la logique ou l'enquête. Il était confronté à quelque chose qui dépassait la raison humaine. Quelque chose d'ancien et d'incompréhensible qui dépassait les limites de sa propre compréhension. La maison était vivante et Jean-Luc en faisait désormais partie. Chaque décision qu'il prenait, chaque pas qu'il faisait, semblait résonner dans les sombres couloirs de la maison de la malédiction, comme si la maison absorbait ses choix, s'en nourrissait. Il remonta dans le couloir principal et s'arrêta devant la porte par laquelle il était entré. Mais en voulant sortir, il réalisa qu'elle était verrouillée. Il essaya de la forcer, en vain. La panique l'envahit, et il tenta d'emprunter les autres issues, mais elles étaient toutes bloquées. La maison le retenait prisonnier. Il était piégé, sans aucune issue. Désespéré, Jean-Luc retourna en courant vers la pièce secrète, cherchant une solution, un moyen de s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il entendit un bruit venant de l'escalier. Quelqu'un descendait. Il se retourna brusquement, mais ne vit personne. Un silence absolu régnait, plus lourd et plus menaçant que jamais. La présence qu'il ressentait semblait s'être intensifiée, une pression invisible qui l'étouffait. Puis une ombre franchit la porte. Ce n'était pas une ombre ordinaire, elle avait quelque chose de difforme, comme faite de ténèbres pures, informes, infinies. Jean-Luc se figea. Il savait ce qui se passait. Ce n'était pas la maison qui le retenait prisonnier. Il avait invoqué quelque chose de bien plus ancien, de bien plus dangereux, quelque chose qui n'avait pas été dérangé depuis des décennies. La peur l'envahit lorsqu'il comprit que le véritable mystère résidait non seulement entre les murs de la maison, mais aussi dans ce qu'elle avait libéré. Il avait touché à l'intouchable, et à présent, la maison le faisait payer. Jean-Luc était pris de panique, mais en même temps, une force intérieure refusait de céder à la terreur que lui inspirait la maison et ses ombres. Il savait que pour se sortir de cette situation, il lui faudrait plus que du courage. Il lui fallait une transformation, un changement intérieur qui l'aiderait à affronter ce que même lui, avec toute sa raison, ne pouvait comprendre. La maison, telle une entité vivante, l'entraînait toujours plus profondément dans un abîme de désespoir, mais il ne pouvait se laisser vaincre. Il prit une profonde inspiration, tentant de calmer son cœur qui battait la chamade. L'ombre se rapprochait, se déformant à chaque pas, mais Jean-Luc ne la regarda pas directement. Au lieu de cela, il ferma les yeux un instant, laissant l'obscurité envahir son esprit. Il se sentait sombrer dans ses propres doutes, comme si le poids de toute l'histoire de la maison et de l'héritage de Séraphine devenait une pression insoutenable. Mais en même temps, il ressentit une force nouvelle, le besoin d'agir autrement. Jean-Luc sortit de l'ombre, se concentrant sur les leçons apprises jusqu'alors. Il ne pouvait plus se contenter d'être un simple spectateur. Il devait prendre les rênes de son histoire. Il se souvenait des paroles de Margot, de la mise en garde contre les dangers de s'immiscer dans ce qui dépassait l'entendement humain. Cependant, il savait aussi que sans comprendre ce qui se passait, il ne pourrait jamais quitter la maison. Séraphine avait dit qu'il n'était pas prêt, mais il comprenait désormais que le seul moyen de vaincre la peur était d'accepter ses propres limites et de les affronter. Je suis Jean-Luc. Je suis le seul à pouvoir briser ce cycle. À ces mots, une vague de clarté l'envahit. Il regarda le livre, toujours posé sur le piédestal. Il savait que le toucher était dangereux, mais il savait aussi que la maison ne le libérerait pas tant qu'il n'aurait pas affronté ce qui se cachait derrière sa malédiction. Il ne devait pas fuir, mais affronter ce qui le terrifiait. Il lui faudrait accepter l'inconnu, ce qui dépassait sa compréhension. Avec une détermination renouvelée, il s'avança vers le piédestal, le poids de ses pas pesant. L'ombre sembla fléchir légèrement comme hésitante, mais il savait qu'il n'y avait pas une seconde à perdre. Lorsque sa main effleura la couverture du livre, un frisson le parcourut à nouveau, mais cette fois, il n'hésita pas. Il ouvrit le livre, et dès qu'il tourna la première page, quelque chose se produisit. La maison sembla réagir à chaque mot lu, comme si les mots écrits dans ce livre avaient le pouvoir d'annuler le passé. Le temps semblait ralentir tandis qu'il tournait les pages, et à mesure qu'il lisait, le sentiment d'oppression s'atténuait.
Les murs de la maison se mirent à se tordre, comme si le bâtiment lui-même, en proie au désespoir, tentait de l'empêcher de poursuivre. Mais Jean-Luc persévéra. Chaque mot qu'il lisait semblait briser une chaîne invisible qui retenait la maison prisonnière, et il avait l'impression de restaurer quelque chose de perdu depuis longtemps. Une fois le dernier verset récité, l'ombre qu'il observait disparut et la pression qui pesait sur lui se dissipa enfin. Il sentit un poids s'alléger de ses épaules et pour la première fois depuis longtemps, Jean-Luc laissa échapper un soupir de soulagement. Pourtant, la maison n'était pas encore totalement en paix. Il savait que, même s'il avait trouvé ce dont il avait besoin pour se libérer, le chemin n'était pas encore terminé. La maison, désormais silencieuse, semblait refléter la transformation qui s'était opérée en lui. Il n'était plus l'homme qui y était entré en quête de réponse. Il avait affronté ses peurs et, ce faisant, s'était redécouvert. La malédiction qui pesait sur la maison était levée. Mais le véritable mystère ne résidait pas seulement dans les rituels ou le livre ancien. Le véritable mystère était la manière dont Jean-Luc avait été transformé par cette expérience. Le sort qui pesait sur la maison, enfin levé, Jean-Luc crut que tout était fini, qu'il pouvait enfin partir et retrouver sa vie d'avant. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'était pas tout à fait résolu. La maison était désormais calme, mais une petite voix intérieure l'avertissait qu'il n'avait pas encore percé tout le mystère. Il était sur le point de découvrir le secret le plus profond de la maison. Quelque chose attendait d'être révélé, quelque chose qu'il n'avait pas prévu, mais auquel il savait qu'il devrait faire face pour achever son voyage. Tandis que Jean-Luc parcourait les couloirs silencieux, les murs de la maison semblaient murmurer dans une langue ancienne, comme si la demeure tentait de lui communiquer un message important. Il s'arrêta dans une des dernières pièces à explorer et ressentit une présence nouvelle. Ce n'était plus une ombre comme auparavant, mais une sensation étrange, comme si quelque chose l'attendait dans un coin caché. Le cœur battant la chamade, Jean-Luc ouvrit une porte qu'il n'avait jamais vue. La pièce était sombre, mais au fond se trouvait une vieille table en bois recouverte de documents. Il s'approcha prudemment et commença à feuilleter les papiers, chacun plus troublant que le précédent. Il semblait ancien, presque détérioré, mais encore lisible. C'était un journal intime, mais pas celui de Madame Séraphine. Celui-ci semblait avoir été écrit par quelqu'un de bien plus proche de lui, plus intimement lié à l'histoire même de la maison. Le journal appartenait à Charles Lefebvre. Il avait été l'un des premiers habitants de la maison, quelqu'un qui avait tenté d'échapper aux terribles rituels pratiqués par Séraphine. Jean-Luc parcourut rapidement les pages jaunies, s'imprégnant de leur contenu. Charles avait découvert que Séraphine n'était pas seulement une femme obsédée par le pouvoir, mais que la véritable malédiction de la maison était liée à un ancêtre bien plus ancien, un être qui, d'une manière ou d'une autre, restait enraciné dans cette ère. Séraphine avait invoqué une force qui la dépassait et, en essayant de manipuler les événements, avait libéré quelque chose d'encore plus dangereux, une force obscure, vouée à demeurer emprisonnée, mais désormais libre. Jean-Luc lut avec horreur que la maison n'avait jamais été qu'un simple lieu de pouvoir. C'était un portail, un carrefour entre le monde des vivants et celui des ombres. Madame Séraphine, dans sa quête de contrôle absolu, avait laissé se former quelque chose de bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. Et maintenant, la malédiction brisée, cet être était libre de se manifester de façon que Jean-Luc ne pouvait même pas concevoir. Tandis que les paroles de Charles Lefebvre résonnaient dans son esprit, la maison sembla trembler. L'air devint encore plus lourd, et Jean-Luc ressentit la présence de la force obscure avec une intensité accrue. Il était plus proche que jamais de la vérité. Mais il savait désormais que l'histoire de la maison n'était pas celle d'un simple sortilège ou d'une malédiction. Il s'agissait de quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Il s'agissait de forces qui dépassent l'humanité, quelque chose qui commençait à peine à se révéler. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Pour se sauver lui-même et sauver tous ceux qui l'entouraient, il devait affronter l'ultime étape de ce voyage, se confronter à l'être libéré et empêcher sa présence de dominer à jamais la maison et peut-être le monde. Le vent hurla de nouveau, plus fort qu'auparavant, et les portes se mirent à grincer.
Jean-Luc eut l'impression que la maison révélait enfin sa véritable nature. Ce qu'il ferait ensuite pourrait décider du sort de tous, et le poids de cette décision reposait désormais sur ses épaules. Ce qui avait semblé une simple exploration s'était mué en une lutte pour la survie de Jean-Luc et de tous ceux qui l'aimaient. Il avait touché le livre qui, une fois ouvert, avait libéré une puissance qu'il comprenait à peine. La maison était comme en transe. L'énergie qui l'entourait grandissait et devenait de plus en plus palpable, telle une entité se nourrissant de sa présence. L'être obscur, libéré, n'était plus confiné aux limites de la maison. Il commençait à s'étendre, influençant tout autour de lui avec une force écrasante. Jean-Luc savait qu'il ne pouvait plus hésiter. La vérité qu'il cherchait avait été révélée, et il allait désormais affronter le mal qui se nourrissait des ténèbres de la maison depuis des générations. Il lui faudrait utiliser tout ce qu'il avait appris, tous les mystères qu'il avait percés, et les affronter une fois pour toutes. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en touchant le livre, il avait non seulement libéré l'être, mais était aussi devenu un élément essentiel de son destin. La maison l'avait choisi. À présent, il était la clé de ce qui allait arriver. Au fond de la pièce, là où le vent soufflait fort, Jean-Luc vit une silhouette se matérialiser, celle d'une femme, mais pas n'importe laquelle. C'était Madame Séraphine, ou plutôt ce qu'il en restait, l'ombre de son existence passée. Ses yeux étaient vides, mais sa présence irradiait encore une puissance immense, une force que Jean-Luc pouvait à peine saisir. « Tu comprends enfin, n'est-ce pas ?» La voix de Séraphine résonna non pas à ses oreilles, mais dans son esprit. La maison, le livre, tout cela n'était qu'une préparation, Jean-Luc. Pour toi, pour ce moment. Jean-Luc tenta d'avancer, mais quelque chose l'en empêcha. Une force invisible le repoussait, comme si la maison lui signifiait qu'il n'y avait plus de place pour lui. Mais il ne recula pas. La peur était toujours là, mais sa détermination grandissait. Il était allé si loin. Il n'allait pas faire demi-tour maintenant. « On ne peut pas arrêter ce qui a déjà commencé », dit Séraphine d'une voix plus grave, plus menaçante. « J'ai essayé, mais toi, tu es le dernier maillon, la dernière chance de tout inverser, ou de succomber à ce qui rôde, qui attend. » Jean-Luc regarda de nouveau le livre. Les mots, auparavant opaques et difficiles à comprendre, se mirent à briller devant ses yeux, comme si quelque chose en lui était désormais en harmonie avec le pouvoir de l'artefact. Il savait ce qu'il devait faire. Ce n'était pas le pouvoir de la maison qu'il devait maîtriser, mais la maîtrise de soi, du doute et de la peur. La silhouette de Séraphine commença à se déformer, comme si la maison la dévorait, la remodelait, la transformait en une créature encore plus maléfique. Jean-Luc ressentit une vague de terreur, mais aussi une lucidité soudaine. Il comprit que ce à quoi il était confronté n'était pas une créature, mais une force. Et cette force se nourrissait de lui, de ses propres faiblesses, de ses peurs les plus profondes. Il ouvrit le livre et les mots commencèrent à s'étendre, illuminant la pièce d'une lumière intense et aveuglante. La maison trembla sous la force du sortilège, mais Jean-Luc n'y prêta aucune attention. Il ne luttait plus contre la maison ni contre le passé. Il luttait contre l'idée d'être consumé par ce qu'il craignait. Il s'approcha du piédestal et, d'un geste ferme, arracha la dernière page du livre. L'impact fut immédiat. Les lumières s'éteignirent instantanément et un bruit assourdissant résonna dans tout le bâtiment, comme si la terre elle-même se fissurait. Jean-Luc sentit son corps être tiré vers le sol, mais il ne perdit pas sa concentration. Il savait qu'en déchirant cette page, il avait mis fin au cycle de la malédiction. La maison n'avait plus d'emprise sur lui. L'être ténébreux, qui semblait auparavant se nourrir de son énergie, s'estompait à présent, se désintégrant dans les ombres de sa propre peur. Quand le silence retomba enfin, Jean-Luc s'allongea sur le sol de la maison. Il ignorait combien de temps s'était écoulé, mais la sensation de liberté retrouvée était indescriptible. Il avait vaincu le mal, mais non sans un lourd tribut. Ce qu'il ressentit alors n'était pas seulement du soulagement, mais une compréhension plus profonde de lui-même.
Il avait affronté la maison et ses ombres, mais surtout, il avait affronté les ténèbres qui l'habitaient. Il se leva, encore essoufflé, et regarda autour de lui. La maison était silencieuse à présent, plus calme qu'elle ne l'avait jamais été. Les ombres avaient disparu, et la lumière du jour commençait à filtrer à travers les fenêtres brisées. Il avait gagné, mais il savait que la véritable bataille n'avait jamais été contre la maison. Elle avait été contre le doute, la peur et l'inconnu qui habitaient son âme. Et maintenant, pour la première fois, il était en paix. Après que la dernière ombre eut disparu et que le silence final eut enveloppé la maison, Jean-Luc eut l'impression qu'un poids immense venait de lui être enlevé des épaules. La maison, jadis sombre et menaçante, semblait désormais vide, dépouillée de son énergie maléfique. Il parcourut les couloirs qui lui avaient paru auparavant faits d'une matière opaque et lourde, mais qui étaient maintenant lumineux, comme si la lumière pénétrait enfin chaque recoin obscur. Il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Ses actes, ses choix avaient bouleversé non seulement le cours de sa propre vie, mais aussi le destin de tous ceux qui étaient liés à cette maison. Madame Séraphine, son obsession du pouvoir, le pacte obscur avec des forces qui dépassaient l'entendement humain, tout cela appartenait désormais au passé. En franchissant le seuil, la lumière du soleil lui parut différente, comme si elle illuminait non seulement l'extérieur de la maison, mais aussi les profondeurs de son âme. Jean-Luc se sentait plus fort, plus conscient de la profondeur de son courage et de sa peur. Il savait que le mystère de la maison de la malédiction était résolu, mais l'impact de ce voyage ne le quitterait jamais. La maison, désormais silencieuse et libérée de son emprise maléfique, ne laisserait derrière elle que des souvenirs. Et Jean-Luc, il poursuivrait sa vie, mais avec une compréhension plus profonde de lui-même et du monde qui l'entourait. Il avait surmonté non seulement les terreurs de la maison, mais aussi les dilemmes intérieurs qui l'avaient tourmenté tout au long de son périple. Au final, la véritable liberté ne résidait pas dans la victoire sur le mal extérieur, mais dans la transformation intérieure qu'il avait vécue. Le plus grand mystère n'était pas ce qui s'était passé dans la maison, mais ce qu'il avait appris sur le pouvoir de l'esprit, de la peur et de la force intérieure. Des années s'étaient écoulées depuis que Jean-Luc avait quitté la maison, et bien que les souvenirs de ce qu'il y avait vécu le hantaient encore, il savait que le passé ne le définissait plus. La maison de la malédiction avait été détruite, mais ses leçons étaient à jamais gravées dans sa mémoire. Jean-Luc, devenu un autre homme, savait que le véritable combat n'était pas contre les ombres ou les secrets ancestraux, mais contre les peurs qui l'habitaient. Il avançait serein, sachant que si sombre que fût le chemin, la lumière finirait toujours par apparaître. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Jean-Luc? Comment auriez-vous affronté vos peurs les plus profondes et les forces qui vous dépassent? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits du même genre. Le mystère rôde sans cesse, et qui sait quand la prochaine aventure surgira? Rejoignez-nous et explorons l'inconnu ensemble.